Benjamin Knobil, je suis très heureux de vous rencontrer à travers ces écrans que nous permet l'Internet et Zoom depuis le sud de la France où je me trouve, mais en réalité depuis la Belgique, puisque c'est sur une chaîne belge que les visiteurs de ce site pourront vous entendre. Et j'imagine que vous êtes en Suisse. Et donc, je suis ravi de vous rencontrer à propos de la rencontre, de la parution de votre premier roman, Le Train des gueules cassées, un roman paru dans la collection Fixo des éditions BSN en Suisse à Lausanne. Alors peut-être pour les auditeurs et lecteurs et férus de littérature belge, quelle est la place de cette maison d'édition et de cette collection dans le contexte de la littérature francophone suisse? Collection et maison d'édition dans laquelle vous avez publié déjà plusieurs livres qui sont des pièces de théâtre, alors. Oui, à la base, j'ai plus, même beaucoup plus écrit de pièces de théâtre. C'est mon premier roman. Et les éditions BSN, dirigées par Giuseppe Meron, font partie. Il y a toute une pépinière de jeunes et petites maisons d'édition suisses. Et il y a une vitalité de la scène littéraire suisse qui est assez remarquable, avec beaucoup d'efforts qui ont été faits, que ce soit à Lausanne, à Genève et aussi à l'Institut littéraire de Bâle. Une des autrices les plus connues, c'est Elisa Sua du Sapin, par exemple. Mais donc il y a vraiment une scène littéraire suisse, enfin romande, comme on dit, qui est extrêmement vivante. Et Giuseppe Meron, c'est un casse-cou. Il publie tout, mais toujours avec un goût. Enfin, pour moi, je ne sais Oui, oui, pas. oui. J'étais Mais voir en le tout cas, pour catalogue les, sur Internet, c'est vraiment voilà. assez spectaculaire. Aussi, la diversité des collections, il y a théâtre, fiction, poème, c'est assez ambitieux comme programme éditorial. Oui, il est extrêmement ambitieux. Et puis c'est la Suisse et enfin la Suisse romande, donc qui est vraiment un petit tiers du pays, a de moins en moins de complexes par rapport à ça, par rapport aux voisins français. Et il y a un foisonnement auquel participe Giuseppe Meron de prendre des véritables risques, de commander des romans, de les recevoir, de les lire et au tout dernier moment de donner son feu vert. Donc c'est vraiment un napolitain dans ce que ça a de plus flamboyant, de plus chaleureux et de plus aussi aiguisé. Ces livres sont souvent assez, je dirais, pointus dans les goûts qu'ils proposent. Très bien, alors maintenant entrons dans un de ces livres publiés dans la collection Fictio, le vôtre, Le Train des gueules cassées. C'est un roman pour lequel il est d'emblée, on peut le dire, assez compliqué de parler dans le cadre d'une interview avec son auteur. Plusieurs risques, celui de divulgacher la fin, une impossibilité, celle de vraiment dire ce dont il est question, tellement c'est un roman ample qui suit, et c'est peut-être là le fil conducteur que l'on pourrait prendre, qui suit en réalité la narration qui est faite de ce récit fantastique par la voix de trois personnages, Ivan, Hector et Katsumi. Alors peut-être, première question, présentez-nous très brièvement chacun des trois. On pourra revenir après sur leur fonction et leur regard. Alors, donc, c'est une narration donc, avec ces trois personnages. Yvan, qui est un monteur de films et un restaurateur de films de la Première Guerre mondiale. Donc, son travail, c'est dans les salles d'archives de prendre les films, de les numériser et de les restaurer. C'est son métier premier. Je vais m'arrêter là pour pas divulgacher, comme on dit. Le deuxième personnage principal, c'est Katsumi, qui est une hôtesse de minibar dans les TGV. Donc Avec déjà, son chariot, voilà. avec son petit chat, le train des gueules cassées, on arrive déjà à quelque chose. Et le troisième personnage, qui est tout à fait inattendu, même pour moi, qui s'appelle donc Hector, qui travaille donc dans la même maison de production où travaille le premier personnage, Ivan, et il s'occupe donc d'apporter le courrier à tous les grands étages de 93 Productions, qui est une grande entreprise de films documentaires où travaille Yvan. Et Hector a une petite particularité, c'est que c'est un trisomique maghrébin. Alors, vous avez utilisé une formule très singulière pour identifier
comment survient un de vos personnages, vous avez dit Hector est quelqu'un qui est assez inattendu pour moi. Comment naissent des personnages dans la fabrication du roman? Comment les construisez-vous? Et est-ce qu'ils évoluent au fil du temps? Parce que chacun d'entre eux a une singularité, une particularité. Celle d'Hector est la plus évidente puisqu'il est trisomique et donc on entre dans un univers à la fois étrange et qui nous semblerait inaccessible vu de l'extérieur. Mais comme vous le racontez de l'intérieur, on découvre dans ce personnage peut-être une série de caractéristiques qu'on va retrouver chez les deux autres. Il a beaucoup d'humour, il a beaucoup de dérision, il regarde le monde comme personne ne penserait qu'il est capable de le regarder. Alors, peut-être un mot sur la naissance du personnage d'Hector et son évolution au fil du moment où vous allez commencer à écrire à propos de lui. Alors, la première chose, c'est que je suis incapable d'écrire avec un plan. C'est-à-dire que j'écris au fur et à mesure et je découvre ce qui se passe. Et Hector est apparu assez rapidement. Et c'est dans cette thématique des gueules cassées, l'idée du handicap qui se voit sur le visage. Je suis parti juste de cette idée-là, toute simple et comme un jeu. Et au fur et à mesure de l'écriture, ce personnage est devenu presque le personnage principal du roman, parce que des trisomiques que j'avais rencontrés au hasard de la vie, sans du tout être être un spécialiste, Oui, ce qui oui. m'avait toujours frappé, c'était le côté entier. Et autant avec Yvan et Katsumi, j'ai des pudeurs de personnes, je dirais, comme on dit aujourd'hui, neurotypiques, selon les termes utilisés, autant avec Hector, il me permettait de plus en plus, sur l'avancée du roman, d'exprimer mes propres sentiments sans phare et avec beaucoup moins de politesse que j'aurais pourrais le faire avec des personnages traditionnels. Surtout, Euh, Hector est sans phare, mais on découvre qu'il joue aussi de son handicap en retirant tout le profit qu'il peut en tirer, par exemple en faisant semblant de se laisser prendre par l'empathie excessive qu'on lui porte, qui est plutôt de la pitié que de l'empathie. Oui, c'est-à-dire qu'il dit, et bien ça, j'avais rencontré des très amis qui s'amusaient avec ça, c'est on me prend toujours pour un idiot. Euh, Voilà. les trisomiques ne sont pas idiots, ils sont juste différents. C'est-à-dire que on parle aujourd'hui aussi beaucoup de neurotypiques, mais aussi des intelligences, les différents types d'intelligence. Et souvent, il y a une intelligence émotionnelle chez les trisomiques qui est extrêmement rafraîchissante. Et donc, il voit bien il est pas idiot, il sait qu'il est différent, il est entouré de gens différents, et donc il en joue spécialement avec, ça je divulgage, avec le responsable des ressources humaines De euh, l'entreprise 93, de de la l'entreprise. société Voilà. 93 ou 93. Voilà. Alors, Yvan, le personnage qui apparaît en premier lieu, si je me souviens bien, dans la chronologie de l'apparition des personnages, Yvan, lui, là, vous avez trouvé une manière de créer un personnage, j'imagine, à partir du métier qu'il exerce, qui est un métier très, très spécifique. Effectivement, archiviste et restaurateur de films, mais il est enfermé dans ce qu'il appelle sa morgue frigorifiée. Il y a Un banque frigorifique mémorielle. voilà, sa morgue frigorifique mémorielle. Et lui a ce métier d'être confronté à une partie de l'histoire telle qu'elle a été filmée et telle qu'elle ne l'a pas nécessairement été filmée, puisqu'on verra qu'il y a des problèmes d'anachronisme, sur de la pellicule noir et blanc muette qui raconte certains épisodes de la Première Guerre mondiale. Il y a un côté monacal chez Yvan. C'est-à-dire que cette fonction lui permet d'être seul, d'être dans une bulle, de s'extraire en fait du chaos du monde. Et dans son travail, dans sa morgue mémorielle, il est dans un univers qui est sécurisé d'une certaine manière. Et donc dans cet endroit qui parle du passé, en effet, tout à coup, il va être confronté, le monde et l'histoire du monde et du XXe siècle va lui sauter au visage. Mais c'est une manière aussi de montrer l'isolement dans lequel ce type de personnage peut se trouver et aussi, comment dirais-je aussi, l'auteur qui se transpose un petit peu quand il est devant son ordinateur et qu'il est dans sa bulle en train de s'amuser avec la glaise de ses personnages.
Alors, j'allais dire, c'est de votre faute. Vous avez voulu abandonner le théâtre, enfin abandonner, quitter provisoirement le théâtre, la mise en scène pour entrer dans des personnages de papier. Le troisième personnage s'appelle Katsumi, c'est donc une hôtesse de minibar dans les TGV en France entre Montpellier et sur des lignes de TGV, où elle passe, ce personnage vit par les moments de pause dans son activité professionnelle, où elle lit, elle entre aussi dans un livre évoquant la mémoire le journal de son arrière-grand-père, dont les épisodes se déroulent aussi pendant la Première Guerre mondiale. Alors, comment qualifieriez-vous ce personnage-là et sa recherche, sans divulguer évidemment? C'est-à-dire que c'est une femme, elle aussi, qui est absente, qui trouve pas sa place dans le monde. Elle ne trouve pas sa place, elle ne supporte pas le regard masculin. C'est une belle femme et le regard masculin constant la gêne et elle est en proie à des épisodes de disparition. Donc du coup, elle peut pas non plus avoir d'emploi, je dirais, prestigieux. Et donc, elle se retrouve hôtesse de TGV et sa tante, on peut dire ça, lui donne ce journal de son arrière-grand-père et tout à coup, elle va se plonger dans une réalité qui va lui permettre de s'échapper. Et je pense que ce que ces trois personnages ont en commun, c'est le désir et le besoin ardent de s'échapper de l'époque dans laquelle ils sont. Et donc, et par ce truchement du livre, par ce truchement des films, d'avoir des allers-retours entre, et c'est le sous-titre du livre, entre 1914 et 2018. Est-ce que cette volonté d'échapper au temps n'est pas aussi une forme de parabole de leur recherche intime et personnelle qui est de retrouver leurs origines? Une des caractéristiques des trois personnages est qu'ils ont été soit abandonnés par leurs parents, soit qu'ils ne les connaissent pas. Est-ce qu'il n'y a pas là une manière de transposer la quête de sa propre histoire à travers une manipulation de l'histoire avec un grand H sous les différents aspects qui surviennent dans le roman? Absolument. C'est-à-dire que de mon côté, j'ai des origines qui sont extrêmement, je dirais, diverses et mélangées. C'est ma mère est née à Oran, en Algérie. Mon père est né à Berlin, mon grand-père en Ukraine. Mon père a fait la guerre de Corée. Il s'est remarié avec une Taïwanaise. Et dans mon enfance, mon adolescence, j'ai tous été ballotté de ville en ville. Euh, j'ai deux filles qui, elles, sont nées à Lausanne, qui ont passé toute leur vie à Lausanne. Et pour moi, c'est de la science-fiction d'être du même endroit. Et donc, évidemment, j'ai transposé cette quête identitaire qui m'est propre à mes trois personnages et je l'ai multiplié de manière absolument exponentielle. Et évidemment, Katsumi représente cet Orient qui a beaucoup fasciné mon père et où est beaucoup allé mon grand-père, qui était un marchand d'armes pour l'Union soviétique. Ouais. Et donc, j'ai une histoire familiale qui est liée aussi à la grande histoire. Et ma mère, donc, qui est originaire d'Oran en Algérie, je ne sais pas si d'un point de vue psychanalytique, on peut dire que Hector voilà, mais je n'irai pas plus loin. Mais donc, il y a cette recherche des racines, des origines, de ne pas savoir d'où on est, même si on le sait, est une chose qui est importante, en effet. Je ne connais pas votre théâtre. Je n'ai pas eu l'occasion ni de le voir, ni de le lire, mais je connais un peu le répertoire de votre travail théâtral. Est-ce que vous pensez qu'il fallait passer par une écriture romanesque pour approfondir cet aspect-là que vous venez d'indiquer sur peut-être la projection de sa propre recherche de la diversité mémorielle pour pouvoir l'exprimer et la partager surtout, parce que chacun des lecteurs et lectrices de ce roman entre dans le roman comme s'il en était l'auteur, ce qui est un signe de qualité pour une fiction romanesque. Euh, En fait, ce roman est un accident. C'est-à-dire que mes deux grands-pères, mon grand-père paternel a fait donc la guerre 14-18 dans l'armée austro-hongroise. Il a combattu sur le front russe et ensuite sur le front italien.
Et mon autre grand-père était zouave, et donc il a fait, il a fait Verdun, il a été gazé à Verdun, il s'en est sorti. Et donc j'ai écrit une pièce de théâtre d'à peu près 80 pages sur mes deux grands-pères. Et cette pièce était une catastrophe. Elle ne marchait absolument pas. Par contre, il y avait des longs monologues des personnages qui parlaient, et on trouve des bouts dans le journal du grand-père de Katsumi, des bouts entiers de ce que j'ai écrit à l'époque. Et je me dis, mais en fait, il y a peut-être quelque chose à creuser. Si je trouve l'histoire en écrivant, donc c'est un petit roman, je vais trouver le fil qui me manque pour ma pièce de théâtre, et après, je pourrais y revenir. Je n'ai jamais fini la pièce de théâtre, bien entendu. Et puis, donc, ça s'est fait comme ça. Et c'était, personne ne m'attendait, j'avais pas d'éditeur derrière moi, et c'était une nécessité. Dès que j'avais du temps, entre deux spectacles de théâtre, entre deux commandes de pièces, je retournais avec impatience à ce roman. Le fait que chacun des narrateurs s'exprime en jeu, donc on a une succession de récits à la première personne du singulier dit par chacun des personnages, est-ce que ce n'est pas une forme théâtrale de faire lire le lecteur dans sa lecture muette du roman et de permettre à celui-ci d'entrer presque intimement dans la démarche de chacun des trois personnages, ce qui crée une sorte de complicité très solide et très proche avec chacun? Euh, le- c'est évident que c'est un roman théâtral dans sa structure. C'est-à-dire que, comme vous venez de le dire très très bien, le fait que ce soit des monologues croisés crée cette intimité. Aussi, on trouve dans le roman beaucoup de dialogues. Par contre, la difficulté du dialogue dans un roman, c'est que dans cette forme-là, à la première personne, c'est qu'on ne peut pas dire dit-il, il leva les yeux au ciel et retourne à son siège. Ouais, ouais. Donc, il y a un moment, sans divulgacher, dans un repas au restaurant avec quatre personnes qui parlent de manière... Et donc là, ça m'a donné beaucoup de fil à retordre et beaucoup de plaisir à écrire pour savoir qui parle. Mais c'est en effet, ça permet d'être dans l'action. Il y a, je pense, une volonté... on le voit chez Hector, et puis je vais donner surtout à Hector et à Yvan une passion du cinéma que j'ai partagée avec eux. Et donc, ça donne aussi une forme assez cinématographique, ce type de dialogue, je dirais. Alors j'allais y venir sur le format cinématographique. Alors je ne sais pas si dans la littérature suisse romande, votre roman s'inscrit dans une ligne ou dans une tradition narrative. Je ne connais pas assez la littérature suisse romande, mais dans la littérature belge, on y verrait beaucoup de messages venus de la littérature fantastique, mais aussi venus du cinéma. Et j'ai pensé très souvent au film au film au pluriel, deux premiers films de Jaco van Dormael, où on peut entrer dans un univers objectif, comme le cinéma oblige à le raconter, et le quitter immédiatement sans avoir aucun malaise en tant que spectateur ou lecteur. Et il me semble que vous avez réussi ce passage-là entre les différentes strates de la narration. Est-ce que c'était délibéré ou est-ce que c'est venu à nouveau au fil de la plume d'avoir ces interactions entre différentes époques et différents styles? Alors, la première chose qui me fait plaisir, c'est par rapport à Jacob van Dormael, dont en effet j'ai adoré les premiers films. Donc évidemment, ça faisait partie des choses qui me trottaient dans la tête. Je ne me souviens plus du nom du Le trisomique, huitième jour, qui était le le premier, huitième jour, voilà. le huitième Euh, jour. mais moi j'ai toujours été un fan. euh, Moins de littérature fantastique que de Star Trek, pour parler très franchement. C'est-à-dire que la grande différence entre Star Trek et Star Wars, c'est que Star Wars, c'est des westerns dans l'espace, c'est des films d'action, enfin, c'est très bien. Tandis que Star Trek, c'est de la philosophie, c'est des cours de philosophie. Évidemment, on a beaucoup dans Star Trek les notions de voyage spatio-temporel qui sont des leitmotivs. Et quand on est fan de ce type de science-fiction et à la fois avec une histoire compliquée, où l'histoire, en fait, souvent, elle est au présent.
cette guerre de 14, elle est parfois au présent dans mon quotidien par rapport à des choses que je ressens, que je vois. Euh, donc il y a un mélange spatio-temporel, mais tout le monde a fait un petit peu ce mélange. Et donc j'avais envie d'aller à cet endroit-là. Dans le roman, au bout d'un moment, je me rendais compte qu'il y avait des contradictions. Et je n'arrivais pas à dépasser ces contradictions. Et la seule manière que j'ai trouvée, c'est de rentrer dans le fantastique, qui me Hmm. permettait de joindre les bouts et de faire en sorte qu'on se dise, ah, mais c'est bon, c'est fantastique. J'ai pas besoin d'avoir une explication qui soit extrêmement fouillée. J'ai ce train, je dirais pas plus loin, qui permet de relier, de relier les choses. Et le côté cinématographique, c'est pour il y a, quand j'écris, je vois ce que Hmm. j'écris. Ouais, ouais, C'est une vision avec des références donc de science-fiction, mais aussi Stanley Kubrick, qui pour moi est un maître absolu, les Quentin Tarantino, aussi les films d'Audiard aussi, dans ce qu'ils ont de sympathique et pas trop franchouillard. ouais, ouais, ouais. Et étant de langue maternelle anglaise, donc c'est assez étrange à expliquer, mais je ne sais jamais où se trouve l'ordre des mots dans une phrase. Ça me demande un effort surhumain pour être sûr que tout est au bon endroit, Ouais. et j'écris en franglais. Avec, voilà, mais avec vraiment cette vision, et quand l'image n'est pas assez claire, bah, je mets beaucoup plus de temps à écrire. Alors, le fantastique vient aussi du fait que certains personnages existent à différentes époques de l'histoire qu'ils évoquent entre 1914 et 2018. Il vient aussi du fait que certains personnages surgissent comme s'ils étaient dans le moment contemporain du personnage actuel, soit à travers le livre, le journal que lit Katsumi, où son grand-père finalement, ce qu'elle lit dans le journal de son grand-père, c'est comme si le grand-père était derrière son épaule et la regardait en train de lire le livre. De même, dans la cinémathèque de Yvan, ces images qui apparaissent, qui sont parfaitement anachroniques, où il semble être lui-même un des personnages qui figurent dans le film. Alors cette disposition-là du temps, de l'espace, mais aussi de la chronologie des personnages, comme s'ils avaient la possibilité d'acquérir les existences passées qu'ils ont eues. Est-ce que là, ce n'est pas un procédé où l'on retrouverait le théâtre, où on peut jouer sur des séquences simultanées sur la même scène au même moment? Oui, c'est-à-dire que c'est un dispositif qui est théâtral et aussi cinématographique. C'est comment on coupe. Et c'est vrai que j'ai beaucoup pensé, je me suis beaucoup inspiré des séries. C'est-à-dire que quand les grandes sagas, par exemple Game of Thrones, où on se retrouve, on va avoir sur un épisode quatre personnages, et sur l'épisode d'après, il y a sur les quatre personnages qu'on a eu sur l'épisode 5, sur l'épisode 6, on n'en aura qu'un seul, et on va en avoir d'autres en fait. Et donc il y a un genre de montage croisé, et l'histoire se raconte de manière décalée, mais on suit quand même une chronologie, mais par le point de vue d'un autre personnage sur un autre continent, avec les conséquences de ce qui s'est passé à un endroit. Et j'avais envie de m'amuser avec. Ouais, ouais. Maintenant, en fait, on est habitué à ce type de format quand on regarde les séries, parce que Game of Thrones, elle est assez emblématique à ce niveau-là. Mais en théâtre aussi, ça permet aussi, on a beaucoup ça avec les monologues croisés qui permettent de changer le point de vue des personnages sur la même action. Et Hmm. ça donne une chronologie qui est continue et à la fois croisée et qui permet de voir comme des chants et des contre-chants cinématographiques. Un dernier point que j'aimerais aborder, parce que nous arrivons au bout de ce type d'enregistrement qui se coupe tout d'un coup à 40 minutes et je ne veux pas qu'on soit coupé sans échanger quelques formules de politesse. L'humour est un élément qui est constant et qui a cette caractéristique de s'adapter à chacun des narrateurs. Le plus spectaculaire est sans doute Hector, le coursier trisomique avec le regard détaché qu'il porte sur les choses, mais Ivan et Katsumi, confrontés aux autres personnages qui les entourent, parce qu'il y a
Vous avez d'ailleurs installé à la fin du volume la liste des principaux personnages avec leurs caractéristiques. Monsieur Boulanger, Monsieur et Madame Wang, Monsieur Nguyen, Monsieur Pivoine, Madame Ishikawa. Enfin, on a toute la liste de personnages haut en couleur et la manière dont ils sont vus fatalement à travers le regard de chacun des trois, successivement des trois personnages, est remplie d'un humour bienveillant, mais en même temps, c'est peut-être votre côté anglais, anglophone que je découvre, une sorte de understatement dans certaines manières de dire les choses qui provoquent un grand effet de drôlerie. Alors là, on est dans le cinéma burlesque parfois. Euh, un humour anglais, mais je dirais aussi belge. Ah, J'ai vécu à Bruxelles de mes ouais. 8 ans à mes 16 ans. Ah, ben Et voilà. voilà, donc c'est pour ça qu'il y a quelque chose Voilà. qui, Il fallait le dire tout de qui- suite. voilà, il fallait le dire tout de suite. Euh, donc, mais je suis sérieux quand je dis ça. Et je pense que d'une manière un petit peu cynique et à la fois, je dis toujours que une pièce de théâtre, un acte artistique doit être aussi exubérant, aussi vif, aussi vital et aussi, surtout aussi gai et drôle qu'un enterrement. Euh, voilà, parce que dans les enterrements sont des moments qui sont précieux dans la mesure où on a le droit d'exprimer ses sentiments de manière euh, sans, sans phare, sans rideau, sans politesse. Et souvent aux enterrements, on est dévasté, on pleure, on peut avoir envie de crier. Et à la fois, moi, j'ai toujours énormément ri aux Oui, enterrements. oui, oui. Il y a un fou rire qui est libérateur. Et j'ai voulu insuffler ça à tous les personnages. On parle dans ce roman de beaucoup de tragédies, de choses extrêmement dures. Et quand on donne on pourrait très vite être moralisateur Mm, dans ce type d'écriture. Et il était important pour moi de laisser des portes de sortie mm, euh, aux lecteurs et aux lectrices pour pouvoir aussi respirer. Parce qu'il y a des choses qui sont assez difficiles. ouais, ouais. Euh, et comme vous dites, ce côté belge, ce côté, bah, tout est absurde, cette absurdité joyeuse et charnelle dans la langue, ça pour moi, c'est le côté belge, je dirais. Il y a Mm, une écriture française qui parfois est un petit peu euh, sèche, et dans le français de Belgique, il y a quelque chose de gouléant, quelque chose qui a de la chair, qui a de l'appétit, et que j'avais envie de transposer là-dessus, et avec une politesse que je mets dans l'humour. Alors, dernière question, qui sera peut-être la plus difficile, mais qui demande une réponse extrêmement courte, qui est la suivante. Au fur et à mesure où je lisais le livre, je me posais la question, mais dans le fond, le thème central du livre, c'est cela. Et puis un peu plus loin, je disais, mais non, on peut aussi ajouter cela, comme la transmission, la mémoire de l'humanité, ce train qui est une sorte de symbole de la recherche de l'identité de chacun des personnages. Et cela parle à chacun au fur et à mesure où on lit. On a différentes thématiques qui nous semblent prévaloir sur les autres. Est-ce que pour vous, il y en a une que vous voudriez, sur laquelle vous voudriez attirer l'attention du lecteur futur? Euh, Ce roman a été pour moi le fait de déposer le poids de mon histoire et de la mettre à côté Hmm. et de la mettre dans un livre pour que mes filles en soient débarrassées. Comment est-ce qu'on porte le poids de l'histoire, malgré soi souvent, et comment on peut en faire quelque chose de positif et le déposer. Je pense que je me suis moi aussi beaucoup posé la question pendant l'écriture, et ma correctrice m'a dit, Barbara Polla, elle m'a dit, mais c'est un roman sur le bonheur. Ah oui, Voilà. ah oui. Très belle définition. Ah ben, je propose que ce soit sur ce mot, c'est un roman sur le bonheur, que nous concluons cette interview qui pour moi a été un vrai bonheur, comme la lecture du Train des gueules cassées, votre premier roman. J'espère qu'il ne sera pas le dernier, même si vous ne devez pas non plus vous éloigner trop de la scène du théâtre qui vous attend et qui est toujours extrêmement vivante, d'après ce que j'en ai vu sur les sites internet et le travail
que vous menez. Merci Benjamin Knobil pour cet entretien et pour ce roman dont je rappelle le titre, Le train des gueules cassées, paru chez Fixio à Lausanne. Merci beaucoup Benjamin. BSN Press. BSM Press, pardon. BSN Press. Collection Fiction. Excusez-moi, c'est Voilà. pour mon éditeur Non, non, que je me non, il y a pas- de permets. toute façon, j'écris dans le texte d'accompagnement tous les détails et le lien vers le catalogue de cette maison d'édition que j'ai été regarder d'assez près et qui a un catalogue assez incroyable dans la diversité et dans les différents genres qui sont proposés aux lecteurs. Donc, vous avez de la chance en Suisse d'avoir une dynamique d'édition francophone aussi vivace malgré le voisin français que nous partageons. Oui, Nous, les Belges. Très bien, Benjamin, à très bientôt. J'espère vous merci voir bientôt infiniment. à Bruxelles. Merci beaucoup à vous.